Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canary Play. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de la défaite du FC Nantes. C'était samedi dernier face au Paris Saint-Germain du côté du Parc des Princes. 4-1 avec nos trois invités du jour. Mais tout de suite, le premier tweet de cet après-midi, il est signé Gérard Ajax. J'espère que vous n'allez pas parler d'un bon match ou d'une défaite encourageante du FC Nantes. On verra ce qu'en pensent nos invités du jour. En tout cas, Nando Elisette, lui, nous dit « Bravo les gars, bon match malgré la défaite ». Voilà, comme quoi on peut avoir des avis très différents sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. On va saluer donc le retour de ces grands médias nationaux sur le plateau de Canary Play. J'ai le plaisir d'avoir, non pas l'homme de Rio, mais l'homme de Bahia, Pierre-Yves Leroux d'RMC. Salut Pierre-Yves. Salut Anthony, c'est normal parce que va venir le grand match de la saison. Ah oui, le grand match, le fameux Rennes-Nantes. En tout cas pour le Stade Rennais, c'est le match de la saison. Ils l'ont annoncé sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai que la bagarre a déjà débuté. Un grand bonjour également à Philippe Audouin d'RTL qui nous a rejoint sur ce plateau. Salut Anthony. Salut. Et puis Alex Boidron, le supporter du FC Nantes, toujours fidèle, qui n'ira pas du côté de Rennes. On en reparlera tout à l'heure. Est également présent parmi nous. On va d'abord revenir, messieurs, sur ce qui a fait l'actualité du FC Nantes. C'était samedi du côté du Parc des Princes, la défaite des Canaries face au Paris Saint-Germain sur le score de 4-1. Mais alors avant tout, j'aimerais rendre à César ce qui appartient à César. Écoutez l'émission Canary Play, c'était mardi dernier. 20 petites secondes, on écoute, il y en a qui ont la classe. On ne peut pas se quitter sans que vous nous donniez quand même votre... Alors peut-être pas, il ne va pas vouloir nous donner son prono parce qu'il veut ramasser un peu d'argent. Donc il veut faire... Je parie qu'au niveau des cotes, ça va gonfler. Donc, tu peux me le dire dans l'oreille? Je te le dirai après l'émission parce qu'il y a des oreilles qui traînent là. Ah ouais, on ne sait jamais. Olivier? 2-0. Allez, 2-0 pour Paris. Ça semble... C'est un petit pari. Ah ouais, 2-0. Greg? 4-1. 4-1. Je te demande pas pour qui? Pour Paris. Pour Paris, d'accord. La classe. Voilà, Greg Julien voulait lui faire un petit hommage quand même parce que c'est pas pour une fois qu'il trouve le bon score. C'est pas. Non, t'as l'air dubitatif. Je pense que c'est la preuve que c'est truqué tout ça. tout est évidemment truqué. En tout cas, il avait donné le bon score. Bravo à Greg Julien de France Bleu Loire. On va regarder cette photo de fin de match du côté du Parc des Princes, la désolation. La petite désolation, la petite contrainte du côté du FC Nantes, parce que malgré tout, on va en reparler, messieurs, mais le FC Nantes, évidemment, ne songeait peut-être pas à l'emporter du côté de Paris. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance, d'abord, Philippe, de ces Nantais? Je suis peut-être pas le placé pour en parler, parce que j'étais sur un autre stade. Ceci étant, Ranieri avait annoncé qu'il allait mettre 2 buts. Effectivement, il l'a fait. 4 défenseurs centraux sur toute la ligne défensive, plus 2 défenseurs latéraux en milieu de terrain, sachant que Giroto est un pur milieu défensif, à côté d'Abdoulaye Touré, qui est quand même pas non plus un créateur. Ça veut dire qu'il ne restait plus que Rongier et Salah pour animer le secteur offensif. Bon, c'est une tactique comme une autre, pourquoi pas. Le verrou aurait pu fonctionner. Mais bon, après, j'ai envie de dire, ce match contre Paris, c'est presque une parenthèse dans une saison. Quand vous pensez que certains en ont pris 5 à domicile, nos voisins angevins par exemple, bon voilà, il n'y a pas de grands enseignements à tirer de ce match, sinon que Ranieri, oui, c'est un entraîneur ultra défensif. Oui, sinon qu'il avait annoncé, comme tu le disais, annoncé avoir mis 2 bus, vouloir mettre 2 bus du côté du Parc des Princes. On va regarder. Effectivement, il a mis 2 bus et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que ces 2 bus qu'on va voir, ils ont un petit peu explosé en plein vol, ou plutôt ils se sont retrouvés sur le bas-côté, puisque les Nantais ont pris 4 buts quand même à partir de la 38e minute. On a songé à un moment, Pierre-Yves, que ces Nantais pouvaient faire quelque chose après cette première demi-heure? Après cette première demi-heure, non. En revanche, sur la première demi-heure, on se dit, voilà, ça peut tenir, on ne sait jamais. Simplement, contre une équipe comme le Paris Saint-Germain, à la moindre petite erreur, moindre petit trou, voilà, ça peut basculer. Et même à 1-0, c'est terminé. Il y a plus moyen, vu que offensivement, le FC Nantes avait rien à démontrer. Et puis en face, il y a quand même un collectif qui est solide. Devant, derrière, c'était plié pour moi à partir de la 38e. Après, comme Ranieri a un Français qui n'est pas toujours parfait, en fait, j'avais cru qu'il disait « je vais mettre 2 buts ». 2 buts? Voilà. Non, c'était 2 buts. Et voilà, donc après j'étais très déçu parce que je pensais que c'était plutôt ambitieux. Il n'y en a eu qu'un. Voilà, c'est ça. Il n'y en a eu qu'un. Du côté des supporters, Alex, on s'imagine l'exploit, on rêve quand même d'un exploit à Paris, là où personne n'a réussi à le faire tomber? Oui, on s'imagine. Après, moi, je pensais plutôt un match nul dans le meilleur des cas. Une victoire, non, c'est pas possible, je pense pas.
Après, voilà, le choix de Ranieri a été très défensif. Moi, je pense que enlever Giroto aurait été un peu plus pertinent pour la composition et mettre d'office soit un Thomasson ou un Akoulma. Parce que là, effectivement, c'était vraiment trop léger. Et du coup, après, en termes de fatigue, on a bien vu qu'à partir de la demi-heure de jeu, les joueurs, ils pouvaient plus suivre, quoi. Oui, parce que les Nantais ont bien débuté cette partie avec un bloc très haut, en fait. Ouais, C'est la technique de Paris d'épuiser l'adversaire à chaque fois, que ce soit à la demi-heure de jeu ou à l'heure de jeu. À chaque fois, leur adversaire il commence à être fatigué. Et après, il y a des espaces qui se créent, quoi. Allez, on écoute le capitaine du FC Nantes, Léo Dubois. C'était juste à la sortie de la rencontre. Il était au micro de nos confrères de Canal+. Ils ont une qualité qui est au-dessus de la nôtre et ça fait qu'ils marquent 4 buts ce soir. Mais je pense qu'on a fait un bon match. On a réussi à revenir aussi dans le match un petit peu avec ce but. Et malheureusement, on prend ce 3e but qui nous coupe un peu les ailes. Donc c'est dommage, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à retenir de positif pour nous. Alors, Guilbault Céline qui nous dit sur Twitter, la défense nantaise n'a pas démérité, bravo à eux. Vous en pensez quoi de cette défense nantaise? Non, je vois bouche bée, mais... Non, mais il n'y avait que des défenseurs. Donc, non, mais donc l'équipe nantaise n'a pas démérité. Pour moi, c'est effrayant de voir 4 défenseurs centraux dans une composition, quoi. Je trouve quand même c'est beaucoup. Alors certes, Ranieri fait avec ce qu'il a, il tente des choses. Enfin là, il tente pas, finalement. On va pas lui reprocher son talent, parce qu'il l'a déjà prouvé. Mais c'est quand même... J'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, mais les seules équipes qui ont réussi à perturber un peu le Paris Saint-Germain ces dernières années, c'est celles qui ont joué, c'est pas celles qui ont attendu. Je sais pas si je me trompe. Dire que celles qui ont réussi contre Paris, c'est celles qui ont joué, je pense que c'est un bien grand mot, parce que c'est soit difficile de jouer. C'est difficile totalement, mais soit ça peut passer aussi. C'est difficile de jouer contre Paris. Je pense qu'il faut un ensemble de circonstances. Il faut que Paris soit pas à son top, c'est surtout ça, quoi. Quand Guingamp a fait chuter Paris, Paris était pas bien. Oui, mais Guingamp joue. Et après, il y a de la... C'était l'an passé. C'était cette saison. C'était l'an passé. Cette année, Paris est non, cette année, cette saison, il y a Montpellier et Dijon qui les ont vraiment embêtés. Oui. Montpellier, il y a un terrain Marseille. qui est, Montpellier, il y a un terrain qui est déplorable en termes de passes. Ça les a vraiment embêtés. Et là, effectivement, ils ont joué très défensif, mais avaient peut-être plus de capacité en contre. Et après, pour Dijon, ça a peut-être joué un peu plus pour Dijon. Mais ils ont eu la chance de marquer assez rapidement d'un but un peu extraordinaire. Non, mais là où on peut être tous d'accord, c'est que Ranieri n'a pris aucun risque. Il a vraiment fermé, il tente le 0-0 avec l'hypothétique contre qui peut arriver dans un match, mais franchement, il n'a pris aucun risque. Il aurait très bien pu mettre une équipe beaucoup plus offensive. Oui, mais au risque de... Au risque d'en prendre 5, il en a pris 4. Non, mais c'est pas... Ce que je veux dire par là, c'est que... Enfin, ça me gêne pas que Ranieri fasse ça à Paris. Voilà, c'est un match dans la saison, ça reste Paris. Ce qui me dérange plus, c'est qu'il fasse ça. Tu vas te faire respecter par les sondiers, ils aiment pas ça. Ce qui me dérange plus, c'est qu'il fasse ça contre des adversaires un peu plus à la portée de Nantes, où il y a le fait pas généralement. On a déjà vu aligner des équipes quand même très formatées défensivement. Oui, mais pas un double barbelé comme ça. Non, mais pas à ce point-là, parce que vous n'avez pas Paris toutes les semaines en face de vous. Heureusement. Mais non, moi, c'est pas tant sur le match de Paris que je suis choqué, c'est plus sur certaines compos depuis le début de la saison où c'est trop défensif. Mais on va finir par manquer de défenseurs centraux, hein, parce qu'à force de les mettre partout... Ah oui, ils sont contents parce qu'ils jouent. Donc, oui, mais ils jouent pas au poste où ils voudraient jouer. Non, mais bon, ils jouent. Donc je pense qu'un joueur professionnel, il a surtout envie d'être sur le terrain. Lily Oxy qui nous dit on ne pouvait pas gagner contre le PSG avec leur superstar, mais les Nantais peuvent être fiers d'avoir réussi à planter un but. C'est vrai qu'ils en ont planté un, c'est vrai qu'ils sont revenus à 2-1. Est-ce qu'à un moment, Philippe, tu t'es dit les Nantais ils peuvent revenir dans ce match? On ne sait jamais. Il y a trop peu de temps entre le but nantais et le 3e but parisien, mais on ne sait jamais. Je voudrais quand même préciser que Nantes a perdu contre le PSG, vice-champion de France, le PSG de l'an dernier, puisque Mbappé n'a pas joué et Neymar n'avait pas envie de jouer. Donc, c'est pas le grand PSG qu'on voit depuis le début de saison qui était face à Nantes. Hein. Donc, c'est pas le PSG de danger, ne serait-ce que danger. Hein. Exactement. C'est pas le PSG que moi j'ai vu à Guingamp en tout début de saison. Quand je parlais de Guingamp tout à l'heure, c'était effectivement parce que Guingamp a souvent posé des problèmes à Paris ces dernières saisons, et que ce soit sur des nuls ou sur des victoires. Et là, par contre, en début de saison, quand Guingamp joue contre le PSG, Neymar vient d'arriver. Il y a une volonté de Neymar de marquer de son empreinte son entrée dans le championnat de France. C'est un tout autre PSG que celui qui était face à Nantes samedi. Xavier Jonot, juste avant, Xavier Jonot qui nous dit en direct que des paroles, tout ça n'est qu'une affaire de budget, aucune gloire, le QSG, Qatari Saint-Germain. Non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une classe d'écart entre le Paris Saint-Germain et les autres équipes du championnat. Aujourd'hui, il y a 2, 3. C'est intouchable. Même Monaco va finir à 10 points ou 15 points peut-être. Adrien Thomasson le disait, le Paris Saint-Germain dispute un championnat tout seul. Mais oui. Contre lui-même. Et c'est encore plus
plus que ces dernières années, ça c'est sûr. Oui, et bon, on parle pas de l'an dernier, mais des années précédentes où le PSG a été champion. Ouais, parce que, encore, la tactique mise en place samedi contre le PSG l'année dernière a peut-être pu marcher. Mais cette saison, non, c'est impossible. juste pas possible. C'est impossible parce que la qualité parisienne, elle est encore bien supérieure. Alors, on va écouter évidemment Claudio Ranieri qui, vous les allez l'entendre, n'est pas totalement mécontent de ce match, même s'il a pris 4 buts. On l'écoute. Paris Saint-Germain a beaucoup de grands champions et nous avons fait bien les premières 30 minutes. Et après, les premières, les deuxièmes, aussi, je pense aussi, en quelques moments, il a eu un peu de malchance. Mais on fait, je pense, un bon match. Et bien, maintenant, on doit voir avant et oublier qu'est-ce qui est passé ce soir. Allez, oubliez ce qui s'est passé ce soir. On va évidemment, simplement revenir sur une photo, celle d'Emiliano Sala, parce qu'on avait... Allez, c'est vrai, on avait dit avant ce match qu'Emiliano Sala, on n'aurait certainement pas beaucoup d'occasions, surtout de s'exprimer. Il n'a pas été non plus à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Alors c'est vrai que techniquement, il est moins fort que d'autres, mais même dans son jeu, il n'a pas été à son niveau. Alex, qu'est-ce que t'en penses ? Non, là, il a été étouffé. Il s'est retrouvé en face de Marquinhos et Thiago Silva. Aujourd'hui, il n'y a pas mieux, il n'y a rien de mieux qui se fait en termes de foot en défense, quoi. C'est vrai qu'au niveau relance et au niveau prise en homme à homme... Et quand face à d'autres défenseurs, il y a une seconde de plus, là, elle n'est pas là et ça change tout, quoi. Et on le sent bien, c'est pas un joueur hyper rapide. Et là, il lui manquait la seconde, je pense, à chaque fois pour faire le bon geste, quoi. Et pour faire le bon décalage, pour trouver effectivement ses partenaires. Benoît Conan qui nous dit « Oh les gars, aujourd'hui contre le PSG, la tactique, c'est 8-1-1 ». Ah, effectivement, on en a entendu, on a vu passer des tweets comme cela. Ou alors Sons of Paname, un Parisien, malgré les joueurs défensifs alignés par Ranieri, dans les jeux, c'est pas si frileux que ça en comparaison à d'autres équipes. Il parlait évidemment du FC Nantes qui s'est montré sur 2-3 occasions au début de match. Dubois qui a une belle opportunité, qui se couche pas très bien. Kevin Ondu qui nous dit « Contre cette équipe, t'as beau mettre la meilleure tactique possible, t'es obligé de craquer ». C'est vrai qu'à un moment donné, faut bien reconnaître que cette équipe parisienne, elle a tout fait pour mettre le FC Nantes en difficulté. On va regarder, messieurs, ensemble le classement de cette Ligue 1 qui n'a pas beaucoup bougé pour les Canaries, qui avaient 5 points d'avance sur le 6e. On va regarder le classement après cette 13e journée de championnat. Voilà, les Nantais qui sont toujours 5e avec un petit matelas confortable de 4 points avant les matchs à venir. Allez, on va passer à ce qui va faire l'actualité dans quelques jours. Ce sera le derby dont parlait Pierre-Yves Leroux tout à l'heure entre Rennes et Nantes. Mais avant cela, je vous propose d'écouter. On va se poser un petit peu pendant 4-5 minutes. On est allé à la rencontre d'Adrien Thomasson, l'un des 2 titulaires en puissance qui n'a pas re-signé de contrat. Son fin de contrat est de 2018. On l'a rencontré à la Jaunelière. Je vous propose d'écouter ces quelques minutes tranquillement. Adrien Thomasson, bonjour. Bonjour. Certains vous appellent Thomasson, donc on pourrait penser que vous pourriez jouer pour la Suède, qui est qualifiée. Ouais. Vous avez une double nationalité, franco-croate. Exactement. Mais non. Malheureusement, j'ai pas été approché par ni la France et ni la Croatie, donc je veux bien être chaud devant ma télé cet été. Ouais. Vous avez 23 ans. On regardait certains joueurs de la sélection croate. Vous n'avez pas grand-chose à leur envier. Ouais, après, il y a quand même un gros vivier au milieu du terrain, à mon poste. Donc, vous avez regardé alors? Ouais, j'ai regardé, je me renseigne, je regarde souvent les matchs. Après, non, je me voile pas la face, je sais qu'il faut que je sois bon en club pour espérer quelque chose. Vous êtes en fin de contrat en 2018, en juin. Ça n'a pas l'air de vous inquiéter. Hein. Je sais que je suis en discussion avec le club et que les choses, elles vont avancer et qu'il y aura sans doute une issue positive à la fin de tout ça. Est-ce que depuis 3 ans, vous vous êtes attaché à Nantes? Oui, bien sûr. Sans parler du club, je suis très attaché à la ville aussi, aux gens que j'ai pu rencontrer. Parce que voilà, ça fait 3 ans, donc des gens, je commence à en connaître. La ville, on va dire que je la connais parfaitement maintenant. Non, je pense que plus tard, j'en garderai de très bons souvenirs de mon passage à Nantes. Vous avez marqué quasiment à chacune de vos saisons professionnelles 2 buts par saison. Et la première chose que vous dites avant d'entamer cette saison, c'est moi, mon objectif, c'est de marquer plus de buts. Je me dois d'être plus décisif pour l'équipe. Avant toute chose, je me dis, j'ai marqué 2 buts en 12 matchs. Donc ça fait 1 but en 6 matchs. Pas assez. Tous les 6 matchs. Donc non, je pense que je peux faire mieux. On va dire que je peux être, si j'étais à 3 ou 4 buts, je pense que ça serait un bon total. Ouais. Il y en a un qui est resté dans les esprits, celui d'octobre dernier, octobre 2016. Ce fameux but contre Angers en... Ça fait
très longtemps en fait. J'ai l'impression que ça fait une éternité ce but-là, mais j'ai encore des amis qui m'en parlent, qui me montrent la vidéo du but, parce que moi, franchement, sur le terrain et tout, j'ai très peu de souvenirs, ça allait tellement vite. Je me souviens très bien par contre de la réaction après le but, de tout le virage, de toute la brigade noire qui descend en bas de la tribune. Ça reste. Ouais, ça c'est l'image qui me reste du but. Vous l'avez revu combien de fois le but? Sans mentir. Sans mentir, je l'ai vu une dizaine de fois. Seulement? Non, c'est quand même pas mal une dizaine de fois. Hein. Mais ouais, entre 10 et 15 fois. Ouais. Vous êtes passé professionnel très jeune, finalement. C'est quelque chose dont vous rêviez jeune ou pas? Ouais, franchement, j'ai toujours pensé à ça. Dès mon plus jeune âge, mes parents, d'ailleurs, ils me bloquaient un peu parce qu'il y avait l'école. Et vous savez comme moi que l'école, c'est plus important que le sport en étant jeune. Mais moi, c'était toujours une obsession. Je regardais toujours les matchs, je voulais voir tous les jours des matchs. J'en redemandais toujours plus. Donc après, voilà, j'ai fait pas mal d'essais dans plusieurs centres de formation en étant jeune, où j'ai essuyé pas mal de refus. Donc en fait, ça m'a renforcé dans l'idée de réussir, parce que je me suis dit, si je réussis, l'histoire elle serait plus belle comme ça. Derrière, donc, ça se passe bien à Évian, et puis après, vous êtes prêté à Vannes. Quand je reviens à Évian, en fait, le club sait pas trop quoi faire de moi. Et j'ai une opportunité d'être prêté encore en Ligue 2 au Gazélec d'Ajaccio. Donc je me mets d'accord avec le Gazélec. Le Gazélec se met d'accord avec Évian. Tout est finalisé, sauf l'accord du coach qui était Pascal Duprat à Évian à l'époque. Il vous connaissait déjà avant? Ouais, il me connaissait déjà, mais il ne m'avait pas vu pendant 1 an du fait que j'étais à Vannes. Et du coup, après une semaine d'entraînement, il vient me voir, il me dit non, tu pars nulle part, tu restes avec nous cette saison. Donc c'est un peu le commencement de ma carrière en Ligue 1. Ouais. C'est aussi pour ça qu'après le match face à Toulouse, vous m'avez dit c'est un homme qui a compté quand même? Ouais, bien sûr. Bah là, déjà juste cette histoire-là. En plus de ça, ça a été entre guillemets le premier coach qui m'a vraiment lancé dans le grand bain. Le premier match titulaire que j'ai fait en Ligue 1, c'était avec lui. Et puis c'est quelqu'un qui m'a marqué aussi en tant qu'homme, donc avec qui je garde de très bonnes relations. Ça tombe bien que vous parliez de vos premiers matchs en Ligue 1, parce que c'était en 2012. Et 2012, ça a été une année un peu spéciale pour vous. Ouais. Premier match en Ligue 1, et puis il y a le décès de votre papa. Ça a été un peu les montagnes russes en fait. J'ai connu le très haut avec les premières entrées en Ligue 1. Et après, j'ai connu le très bas, on va dire, avec le décès de mon papa. Mais je pense que je suis devenu plus fort grâce à cette étape de ma vie. Ouais. Donc ouais, la vie, elle passe super vite. Il faut profiter de chaque moment et on va dire, faut se concentrer sur l'instant présent. Et c'est ce que vous faites et vous avez bien raison. Exactement. Pas regarder en arrière, pas regarder devant, l'instant présent. Ouais. Bon, et ben en tout cas, nous, on espère vous avoir longtemps ici à Nantes. Ça va, c'est gentil. Carpe diem, le carpe diem d'Adrien Thomasson qui nous a fait l'amitié de nous recevoir du côté de la Jonelière. Il est perçu comment du côté des supporters? C'est quelqu'un d'introverti quand même. Hein. Ouais, mais quand on a l'occasion de discuter avec lui ou autre, il y a toujours un petit mot ou autre. C'est toujours quelqu'un qui se rend plus ou moins disponible. Donc voilà, il est plutôt apprécié, et même en termes de foot, c'est plutôt un joueur qui est bon. Son seul défaut, c'est peut-être la régularité. La régularité, j'imagine que comme Léo Dubois, il est en fin de contrat donc en juin prochain. Quel avenir vous lui voyez du côté du FC Nantes ou finalement est-ce qu'il va décider de partir? Moi, je le vois plutôt à Nantes parce que je crois qu'il a la volonté de rester, parce que c'est pas du tout le genre de joueur qui va brûler les étapes et faire le forcing pour partir, se voir plus beau qu'il n'est. Moi, j'aime bien sa personnalité, c'est un Savoyard et ça se voit. C'est quelqu'un qui se prend pas pour ce qu'il n'est pas, qui est très simple et j'aime beaucoup l'écouter. Il y a plein de footballeurs qui ont des réflexions, des analyses qui, bon, voilà, on pas chercher très loin, mais lui, je trouve qu'il y a toujours quelque chose à en retirer. Pierre-Yves ? Et pour compléter, je trouve qu'il y a un joli collectif à Nantes avec des personnalités intéressantes. C'est
pas pour rien d'ailleurs que ce groupe a ses résultats, à mon avis. Il y a de l'intelligence quelque part. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui sont plutôt des personnalités agréables. Et c'est aussi pour ça que Ranieri peut bien travailler, je pense, des gens qui sont à l'écoute. Effectivement, du côté de Dubois, on a plus d'interrogations sur son avenir que sur Adrien Thomasson. Donc, on le rappelle, dans un mois et demi, ces deux-là sont susceptibles de pouvoir signer où ils veulent. Oui, tout à fait. Donc, pour la saison prochaine. Pour la saison prochaine, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ils peuvent signer et s'envoler donc de la Jaunelière. On finit avec Adrien Thomasson et avec Jono Xavier sur Twitter qui nous dit Thomasson doit s'étoffer physiquement pour franchir un nouveau palier. C'est vrai que techniquement, il est très à l'aise. Franchir un palier physiquement, après, il faut pouvoir le faire. Un petit peu comme avait fait Valentin Rongier lorsqu'il a commencé à ses débuts en Ligue 1. Et on voit que maintenant, il est un petit peu plus costaud. Messieurs, on va se tourner puisque nous avons la chance d'avoir un tweet qui nous parle du prochain match. C'est Mick Totti qui nous dit maintenant que l'ogre est passé, en l'occurrence le PSG, passons à Rennes-Nantes et aucune pitié. Voilà, il met évidemment Léo Dubois, Valentin Rongier et Emiliano Sala dans la boucle. Alors messieurs, on va passer donc à ce fameux match contre Rennes, ce derby. Finalement, est-ce que les Nantais vont pas l'aborder différemment maintenant que l'épisode parisien est passé? Est-ce que le soulagement est finalement passé, le stress, la pression? Je crois pas qu'il y ait de pression. Je crois pas que l'équipe stressait avant d'aller au parc. Au contraire, c'est plutôt valorisant, c'est plutôt motivant d'aller jouer contre des stars. Donc pour moi, il n'y avait pas de stress. Après, la pression, c'est de pas maintenant enchaîner 2 défaites de suite. C'est arrivé lors des 2 premières journées. Et ensuite, on sait que Nantes a très bien marché, donc ça n'est plus arrivé depuis. Donc je dirais que la pression elle est plutôt là maintenant, sachant qu'il y a un programme un peu plus corsé à venir, c'est de ne pas caler en ce moment. Alors c'est vrai que sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est déjà commencé le derby. On a échangé quelques petits tweets bien sentis. C'est Laronce Bis qui nous dit, encore une fois, il va falloir jouer aux supporters clandestins. Alors expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce qui va se passer? Les supporters nantais ne vont pas se déplacer en parkage? Non, parce qu'en fait, ils ont la possibilité d'aller en parkage s'ils le veulent, mais il faut donc se soumettre au diktat de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, donc c'est-à-dire prendre un bus donc au départ de Nantes et donc être conduit jusqu'au parkage à Rennes. Moi, j'estime quand on a 2 villes qui sont à peine 100 km de distance, si on peut pas au moins se rendre librement dans le stade, je trouve que c'est assez, c'est pas possible, quoi. Et du coup, le FC Nantes ne pourra pas compter sur la majeure partie. Non, il y aura certainement des supporters, peut-être d'autres groupes de supporters autres que la Bricaloire notamment. Mais après, non, il y aura pas la foule qui aurait pu être celle qu'il y a eu il y a quelques années. Donc tu n'iras pas? Non. Bon, on espère surtout que les Nantais vont faire quelque chose, Philippe. C'est évidemment dommage et déplorable parce que le charme d'un derby, c'est aussi ça, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance dans les... C'est évident. Mais je pense qu'il faut quand même se poser la question de savoir pourquoi la préfecture d'Ille-et-Vilaine a pris cette décision. Et je pense que dans les derbys précédents, il y a eu des incidents. Et pour moi, c'est important qu'on prenne des mesures à partir du moment où il y a eu des incidents. C'est important qu'on prenne des mesures pour éviter que ça se reproduise. Je crois qu'en amont, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qui n'a pas été bien fait, quelles ont été les erreurs et les responsabilités dans les débordements pour qu'on en arrive là. Et à partir de ce moment-là... Tu penses à quels incidents? Il y avait eu le tifo brûlé. Il y avait eu le tifo brûlé. Les supporters rennais étaient venus sur la pelouse. Il y a eu quelques moments chauds quand même ces dernières années. On sait très bien que ce genre de match peut à tout moment faire qu'il y ait des dérapages. Alors moi, je trouve ça remarquable que depuis le début de la saison, l'ABL soit aussi exemplaire. Je trouve qu'il y a un apaisement depuis l'intersaison. C'était la volonté du président Kita et je trouve que l'ABL a emboîté le pas du président. Et moi, je trouve que c'est vraiment appréciable parce qu'on doit aller dans un stade avec un sentiment quand même de sécurité. Je trouve ça effrayant de voir ce qui se passe chaque semaine sur certains stades de Ligue 1. Alex, tu comprends la réaction de Philippe? Ah oui, tout à fait. Il est clair qu'il faut chercher à savoir pourquoi ça ne peut pas se faire et qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour que ça puisse se faire. Mais là, en l'occurrence, les autorités ne cherchent pas à savoir ce qu'on peut faire. C'est la tactique facile, on met tout le monde dans un bus et on contrôle d'un point A à un point B, terminé. Il n'y a pas de... On essaye de faire en sorte que, à la limite, qu'on interdise la présence de Nantais dans le centre-ville de Rennes, pour pas qu'il y ait de cortège ou autre. Bon, ça peut se comprendre. Qu'on demande, par contre, aux Nantais de se rendre directement en parkage
Et voilà, je pense que ça peut tout à fait se faire. C'est la solution de sans- facilité? Ah oui, là, De mettre un clairement, bus, c'est tout à fait. Parce qu'on se souvient aussi que les Nantais étaient allés, c'était sur la grande place de Rennes. Non, je rigole. Des filles, oui, je sens bien que c'est. Mais non, parce que si la solution, c'est Ranieri qui l'a, parce que si Acarbus lui peut en mettre 2. Il va revenir sur l'aspect défensif de Claudio Ranieri. En tout cas, les Nantais, est-ce qu'ils ont justement cette possibilité là maintenant de repartir vers la victoire, connaissant un petit peu le concept et ce qui se passe à l'heure actuelle au Stade Rennais? Moi, juste une petite phrase. Le Stade Rennais, c'est la première fois que je vois ça. C'est le choc psychologique, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'ils font 4 victoires consécutives, ils limogent leur coach, ils en prennent un autre et ils perdent. C'est effroyable. C'est effroyable ce que fait le Stade Rennais depuis des années, mais là encore depuis un mois. C'est incompréhensible. Et effectivement, Christian Gourcuff a été en difficulté, donc un plan a été préparé. Mais quand il y a un coach qui gagne 4 fois, on peut peut-être se dire, bon, notre plan, on le met de côté, on verra si... Et là, il casse tout. Non, c'était enclenché. Il casse tout d'un coup. Mais en même temps, voilà, le FC Nantes a, à mon avis, un match compliqué parce que ils vont avoir les crocs en face. Ils sont obligés de réagir, ils sont obligés de se remettre dans cette dynamique. Donc c'est sans doute un match plus compliqué et avec plus de pression que celui face au Paris Saint-Germain. Après, est-ce que les Rennais seront capables de l'emporter? Ça, je suis pas sûr. T'as pas l'air tout à fait d'accord, Philippe. Non, c'était sur la. Non, je suis d'accord avec ce que vient de dire Pierre-Yves. Simplement, c'est plus sur le côté. Grosse pression imposée par les Rennais. J'en doute un peu parce que l'équipe est très diminuée. Je crois que c'était encore pas loin de 9 titulaires en puissance absents samedi. Et il y a 2 retours quand même qui sont importants, c'est Cazerie et Bourigeaud. Mais sinon, la plupart des autres absents ne seront pas là non plus face à Nantes. C'est une équipe... Amalfitano suspendu. Ouais. Certains supporters rennais vont dire que c'est une bonne nouvelle pour eux. Oui, c'est peut-être. Mais en tout cas, ça ne fait qu'ajouter aux absences. Oui, c'est vrai. Et après, c'est vrai que Rennes, c'est quand même particulier depuis le début de saison. Alors, cette fameuse décision de tout changer avait été prise au moment où l'équipe, avant les 4 victoires de suite, au moment où l'équipe allait mal. Juste avant. L'erreur, exactement. Et l'erreur de la famille Pinault à ce moment-là, ça a été d'attendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une décision est prise, il vaut mieux passer à l'acte tout de suite. Parce qu'effectivement, maintenant, ils se mettent dans la panade avec un entraîneur qui arrive, qui a la pression de résultats positifs avant son arrivée et qui va peut-être, dans un premier temps, avoir du mal à entretenir cette dynamique. C'est le bon moment pour le FC Nantes d'aller à Rennes? Ah oui, je pense que c'est le bon moment au vu du contexte dans ce club. Effectivement, l'équipe qui est diminuée, voilà, il y a des joueurs importants type Sarr qui, s'ils avaient été là, je pense qu'ils peuvent changer un match. Là, il y a beaucoup de blessés. Franchement, si cette année Nantes ne gagne pas, il va falloir se poser des questions, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'ils avaient gagné, c'était en 2013 avec le... Oui, ça commence à remonter. Là, entre guillemets, toutes les étoiles sont alignées, quoi. Oui, effectivement. Là, donc, toutes les familles, entre les bus, les étoiles, on va voir quand même... Plus d'étoiles d'un côté que de l'autre. Ça y est, on peut aussi revenir effectivement là-dessus. Alors, il n'y a pas de Toto Team à Rennes, évidemment, puisque c'est Toto Gol qui nous dit ça ce samedi au vu des conditions de déplacement annoncées, comme nous le faisait remarquer Alex. Et puis, il y a Pierre-Yves Leroux donc, qui nous disait sur Twitter, le Stade Rennais considère toujours le derby face au FC Nantes comme le match de la saison. Explique-nous pourquoi. Parce qu'ils ont mis un tweet, effectivement, le club a mis un tweet. Voici le programme de la semaine pour le match de la saison, le avec une majuscule, que des huis clos quasiment dans la semaine. Et puis, une demi-heure après, facile de bosser là-bas. Le tweet a été supprimé en fait. Donc il n'y avait plus cette petite phrase et il y a 2 entraînements qui sont ouverts. Enfin, un au public et un à la presse. Peut-être qu'ils se sont dit quand même en termes d'ambition. C'est léger quand même. C'est quand même léger. Ouais. Bah oui, mais je crois que de réduire sa saison au match face à Nantes. Le slogan du club a changé aussi. C'est tous au Sabri maintenant, il me semble. Tous au Sabri pour Sabri évidemment. La Mouchi. Messieurs, on va regarder ensemble les prochains matchs justement du FC Nantes des Canaries à partir donc de cette fin de semaine et ce déplacement à Rennes. Match à 17h. D'ailleurs, j'ai fait une stat qui sert à rien. Les matchs à 17h. Voilà, ça sera pas la première. Merci Pierre-Yves. Les matchs à 17h, il y en a eu 3 cette saison le samedi. Ça, c'est des bonnes stats. Aucune victoire pour les Nantais, 2 défaites, un match nul. Mais j'en reconnais, ça ne sert strictement à rien. Nantes-Monaco, ce sera donc mercredi prochain du côté du stade de la Beaujoire. Un match qui est calé entre le Monaco-Paris et le match de Ligue des Champions de ce soir des Monégasques. Et encore une fois, quelque part, le calendrier n'est pas défavorable pour le FC Nantes parce que Monaco, qui est en pleine campagne de Ligue des Champions, pourrait essayer de se qualifier et qui va jouer contre le PSG 3 jours avant de venir à la Beaujoire. C'est pas une mauvaise nouvelle pour Nantes. C'est pas effectivement une mauvaise nouvelle. Le déplacement à Saint-Etienne, qui est en pleine crise,
également après le départ de Garcia et l'arrivée donc de Julien Sablé, puis la réception de Nice qui est très mal en point avant la réception d'Angers dans le derby. Finalement, on annonçait un mois de novembre absolument stratosphérique. Bon, mis à part le PSG et Monaco quand même qui va venir à la Beaujoire. Ça peut faire une série de 3 matchs sans victoire entre Rennes et Monaco. Là. On est d'accord, mais est-ce que ça remettrait en cause quelque chose, même au niveau des points? Dès l'instant où vous gagnez plus, forcément vous avancez beaucoup. Vous avancez beaucoup moins parce que c'est-à-dire que la différence entre un nul et une victoire est quand même beaucoup plus importante que la différence entre une défaite et un nul. Donc il faut quand même voir que si vous faites ne serait-ce que 2 nuls en 3 matchs, derrière ça va recoller. Mais compte tenu du classement aujourd'hui, enfin moi quand je vois les suivants de Nantes, Caen, Saint-Etienne, Montpellier, Bordeaux, Toulouse, Rennes, je me dis mais Nantes n'a absolument rien à envier aujourd'hui à ces clubs-là. Et je crois aujourd'hui. Non, mais dans la cohésion nantaise aujourd'hui, dans le système qui est en place, qui fonctionne, dans les difficultés rencontrées par un ou deux clubs qu'on pouvait attendre un peu plus haut, et puis surtout l'absence de concurrence dans cette partie-là du classement. Moi, je suis désolé, Montpellier et Caen, c'est pas très fort. Je suis en train de me dire, mais Nantes peut légitimement ambitionner, aller chercher une 6e place. Ne l'oublions pas, ça peut être synonyme d'Europe en fin de saison. Effectivement, mais là tu vas peut-être bien loin encore, Philippe Audouin, puisque il reste encore beaucoup de temps. Symbolique par rapport au niveau de la Ligue 1 aujourd'hui. Oui, c'est vrai que par rapport à la faiblesse il y a évidemment 2-3 équipes et puis derrière il y a vraiment un fossé énorme. C'est pas d'aujourd'hui que dans cette partie du classement ce soit pas très très fort et qu'il y ait en revanche 3 équipes qui se détachent, qui sont beaucoup plus forte. La surprise, c'était de voir Nice si haut l'an dernier. Ouais, mais enfin, il n'y a plus Nice, il n'y a plus Bordeaux. Parce y a que plus Bordeaux, Lille. c'est très décevant. Il n'y a plus oui, Lille. Il y a Lille qui est décevant. Il y a 2-3 équipes qui sont décevantes. C'est Nice, Lille. Je pense que Nice va revenir. Je les ai vus à Caen dimanche. C'est pas une bonne première nouvelle mi-temps. pour Nantes. Première mi-temps, j'ai vu du très très bon Nice. C'est autre chose que Nantes. Et franchement, j'ai eu plaisir à voir Nice jouer en première mi-temps contre Caen dimanche. J'ai rarement plaisir à voir Nantes jouer depuis le début de saison. Rarement. Bon, eh bien, on verra évidemment tout ça. On va terminer par le tweet de cette fin d'après-midi, signé David Filippo. Ranieri peut-il quitter le club prématurément? Ben oui, puisque ça a été évidemment lancé. L'Italie n'ira pas à la Coupe du Monde. Il n'y a plus de sélectionneur. Claudio Ranieri est italien. On lui a posé la question. Il a botté en touche. Il n'a pas botté en touche avec tout le monde parce que les médias italiens qui ont posé la même question qu'on a posée jeudi en conférence de presse, là la réponse est un peu différente. Si on m'appelle, il faudra que je voie avec le président, donc là il a plus fermé la porte. Mais il nous avait déjà dit que lui il ne ferait pas la démarche et qu'il fallait venir le chercher. Oui, mais il a été plus concret. Mais est-ce qu'il peut partir? Non, honnêtement. Il fera la saison entière avec Nantes. Pour moi, il n'y a pas le moindre doute. Dans le pire des cas, oui, ça sera en juin. De toute façon, le sélectionneur ne va pas être choisi. Et de toute façon, il n'est pas dans les petits papiers de la Fédé, même si ça bouge beaucoup au niveau de la Fédé en Italie en ce moment. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais c'est pas lui qui est en tête de liste, donc pour moi c'est un faux débat aujourd'hui. Et puis il va peut-être quelqu'un de plus jeune aussi, je veux pas faire non plus. Ça c'est la tambouille italienne, à la limite, enfin je veux dire, Heynckes au Bayern, il a plus de 70 ans et c'est l'homme de la situation, donc il n'y a pas de règle absolue. Maintenant, dans le pire des cas, on peut rappeler Sergio Conceição aussi si jamais Ranieri part. Et puis Valdemar Kita vous dira que maintenant on vit jusqu'à 100 ans, donc. C'est vrai. C'est vrai, donc on peut toujours être sûr, tranquille. Être tranquille là-dessus. Allez, on finit sur ce tweet d'un certain Raymond Domenech qui justement adore Claudio Ranieri puisqu'on parle de l'entraîneur italien. Regardez ce qu'il avait tweeté Raymond Domenech en parlant des 2 bus et de la 2 chevaux et de la Mercedes, puisque c'est Valdemar Kita qui avait comparé Michel Derzakarian à une 2 chevaux et Claudio Ranieri avec une Mercedes. Et bien voilà le tweet de Raymond Domenech et la réponse du FC Nantes. Oui, alors la réponse est très drôle, vous l'avez peut-être. Non, la réponse du FC Nantes, c'est tout simplement que faut mieux pas que Raymond Domenech parle de bus. Il est mal placé. Monsieur Domenech, vous êtes mal placé pour parler de bus. J'ai trouvé ça très drôle en dans référence les deux sens. À Nice Night 2010. Dans les deux sens, parce que ce que dit Domenech est très juste, je trouve. La 2 chevaux d'Erzakarian avait fait match nul contre Paris et les 2 bus de Ranieri en ont pris 4 au parc. Donc je trouvais que c'était judicieux de la part de Domenech et la réponse du FC Nantes est très drôle. Mais tout ça est bon esprit, moi je trouve que c'est assez bien. Ouais, ça a dû lui rappeler la période où il était joueur à Domenech, où il mettait des tacles au niveau des genoux. Voilà. C'était à peu près la même chose. Comme il a plus l'occasion d'en faire sur le terrain, maintenant il en a pris un. Il en a pris aussi un. En l'occurrence, c'était plus vis-à-vis de Domenech, sélectionneur, que le tweet était adressé. Mais après, la vraie maladresse, elle n'est pas de Domenech, elle est de Valdemar Kita. Oui, bien sûr. Mais ça, on est coutumier du fait du côté. Oui, mais c'est bien d'entendre dire qu'il dérape de temps en temps. Ah, bien sûr. Même quand il est sous contrôle, non, ça peut pas. Ça lui échappe. On a hâte d'avoir le prochain Montpellier-Nantes, en tout cas. Effectivement. Et on va finir, messieurs, par le pronostic Rennes-Nantes de samedi 17h. Allez, un petit 2-1. Un petit 2-1 et la nouvelle victoire de Nantes en terre rennaise. Philippe Audouin. Match nul, un partout. Un partout. Et pour Pierre-Yves comme Greg, ça a l'air de marcher 4-1. Non, je plaisante. Je verrais bien un partout.
Un partout également. Il copie toujours sur moi. Oui, souvent. Ouais. Souvent. Ben, c'est ça. C'est le talent. C'est le talent, on le copie. Le talent est souvent copié. Allez, on va vous remercier. Et bien évidemment, on va se donner rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro de Canary Play. D'ici là, n'oubliez pas les hashtags Canary Play, hashtag FC Nantes. Passez une très très bonne semaine. Samedi, n'oubliez pas, Rennes, Nantes à 17h. Soit là-bas, soit devant votre fauteuil. Et puis on se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de Canary Play. Bye bye. Les chauffeurs, les bûcherons. À Villeneuve, vivre dans l'après-guerre, c'est se battre pour de nouveaux droits. On va les recevoir, tes CRS. C'est rompre avec l'ordre établi. Je peux plus ta loi. C'est finir avec les faux semblants. Je t'aime plus.